La Gacilly, pour moi, c'était une énorme surprise. J'ai exposé plusieurs fois, mais je ne suis pas venu aux mes premières expositions. Mais quand je suis venu, j'étais agréablement surpris. D'abord de trouver une petite ville de l'intérieur de la Bretagne, très bien gérée, très bien organisée, et je découvre les maires Jacques. Je trouve ça incroyable. Je trouve un festival de photos magnifique, complètement installé dans la nature, à une dimension très humaine. Et était très surpris pour voir comment ce festival touche la population de la région. On a eu une fréquentation étonnante sur toutes nos expositions qu'on a fait là-bas. Donc, c'est quelque chose d'essentiel et je m'excuse de l'avoir découvert si tard, mais je promets faire une correction de chaque fois que je serai invité, de faire question de venir parce que c'est un plaisir. Vous venez d'entendre le témoignage du photographe Sebastião Salgado, dont le travail a été exposé à plusieurs reprises au Festival Photo de la Gacilly. Nous sommes le jeudi 20 juin 2024 et vous écoutez le 13e et avant-dernier épisode de la 8e saison du podcast Faut pas pousser les ISO. Bienvenue sur Faut pas pousser les ISO, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay, j'anime cette émission avec mon ami le journaliste Benjamin Favier. Aujourd'hui, on vous emmène dans les coulisses du Festival Photo de la Gacilly qui ouvre ses portes dès demain et jusqu'au 3 novembre. Nous recevons pour l'occasion Jacques Rocher, le fondateur du festival, et Cyril Drouet, son commissaire d'exposition. Cette émission vous est présentée par MPB, qui est tout simplement la plus grande plateforme en ligne au monde pour acheter, vendre et échanger du matériel photo et vidéo d'occasion. Eh ben c'est parti, 13e épisode de cette 8e saison du podcast Benjamin, l'avant-dernier. Comment vas-tu aujourd'hui ? Salut Arthur, écoute, je suis très heureux. Toujours un plaisir d'écouter Sebastião et on le remercie chaudement. Il se souvient lui aussi de la grande émission qu'il nous avait consacrée. Il est resté pendant 2 heures à nos micros. Nous aussi, on s'en souvient. Ça fait du bien de l'écouter et on va parler de beaucoup de choses aujourd'hui qui vont dans le sens de son travail aussi, d'une forme d'utopie en fait, avec nos 2 invités. Et oui, on a le plaisir de recevoir Jacques Rocher et Cyril Drouet. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci bien sûr à vous. Alors, la petite tradition dans ce podcast, comme dans beaucoup de podcasts d'ailleurs, on va commencer par vous présenter très rapidement à nos auditeurs. Et je vais commencer avec toi, Cyril. Tu es directeur des reportages et de la photographie au Figaro Magazine. Ancien reporter, historien de formation, membre de nombreux jurys internationaux et passionné par le photoreportage, tu as parcouru près de 50 pays à travers le monde. Tu as dirigé la rédaction de l'agence de presse Gamma de 1999 à 2002. Tu es aussi le commissaire des expositions du Festival de la Gacilly et tu as exposé les photographes les plus renommés sur leurs travaux traitant de la relation entre l'homme et la nature. Et pour t'accompagner, Jacques Rocher, tu es maire de la Gacilly, président et fondateur du Festival Photo de la Gacilly, événement que vous avez créé en 2003 et sur lequel nous allons revenir en détail durant cette émission. Ton engagement pour la protection de l'environnement remonte à 1991, année où tu crées la fondation Yves Rocher qui est officiellement reconnue d'utilité publique depuis janvier 2020. En 2001, tu as initié la première édition du prix Terre de Femmes, décerné chaque année à des femmes exceptionnelles menant un combat quotidien pour l'environnement, avec en point d'orgue l'apparition du livre « Ma Terre est une femme » en 2008. Depuis 2015, le prix photo de la Fondation Yves Rocher récompense chaque année le travail d'un photographe professionnel qui témoigne par l'image lors du Festival international de photojournalisme Visa pour l'image. Jean-François Leroy, fondateur et directeur de la grande messe annuelle dédiée au photojournalisme, nous parle de ce partenariat, lui qui met à point d'honneur à se rendre chaque année à la Gacilly.
C'est vrai que l'environnement, c'est quand même au cœur de nos préoccupations depuis des années. À Visa, c'est pas une découverte. On a toujours fait des choses sur l'environnement, peut-être plus accentuées ces dernières années. Ça a toujours été au cœur de nos préoccupations. J'adore Jacques et Cyril, qui sont des amis de longue date. On a réfléchi ensemble sur qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Et est née l'idée de cette collaboration, puisque le prix est annoncé à Visa, exposé à l'Agassiz l'année suivante et projeté à Visa 3 mois plus tard. Donc c'est une collaboration qui ne se dément pas et auquel on tient beaucoup. Moi je suis tous les ans à l'Agassiz, ils sont tous les ans à Visa, que ce soit avec Jacques Rocher ou avec Cyril Drouet. On a toujours eu des rapports extrêmement cordiaux, amicaux, et voilà. J'adore ce festival. D'abord le cadre, le fait que tout soit en extérieur. Ils ont des mises en scène souvent incroyables. Je veux dire, l'année dernière, l'expo de Pascal Maître était sublimissime. L'expo de Nick Brandt, il y a quelques années. Enfin, je veux dire, ils ont tous les ans, ils nous surprennent avec des mises en scène et des choix bien réfléchis par Cyril, validés par Jacques. Je vais vous dire un truc, mais c'est le seul festival auquel je vais tous les ans. En dehors du mien, évidemment. Mais c'est le seul festival où je vais tous les ans. Et enfin, pour terminer, tu te présentes souvent comme un planteur d'arbres. Aujourd'hui, plus de 125 millions d'arbres ont été plantés à travers le monde grâce aux actions de la Fondation Yves Rocher. Un beau livre, Au nom de l'arbre, paru en 2021 chez Albin Michel, avec un texte de Sylvain Tesson et des images de photographes de renom, tels Vincent Munier, Brent Stearton, Bess Moon ou encore Pascal Maître. Voilà pour cette petite présentation. Une réaction peut-être au témoignage de Jean-François et Sébastiao aussi. Oui, merci. D'abord, merci à Sébastiao. En fait, moi, Sébastiao, je l'ai rencontré au Kamchatka. Dans un coin complètement paumé, on a échangé ensemble, on a parlé photo, on a parlé arbres. Et j'ai dit, tiens, m'intéresse, parce que ce que tu fais avec l'Instituto Terra, j'ai envie de planter des arbres chez toi. Et d'ailleurs, on s'est engagé à planter 70 000 arbres chez lui. Et puis je lui dis, bah, écoute, ça serait sympathique aussi que tu viennes exposer à l'Agassiz. Et c'est vrai que bon, j'ai toujours apprécié le travail de Sébastiao, qui est extraordinaire, et avec une profonde humanité derrière, et c'est ça aussi que j'apprécie. Et puis c'est un travail aussi extraordinaire qui est fait avec Lélia sur la mise en scène. Lélia Salgado, sa femme. Oui. Voilà, et c'est vrai que quand on a fait Gold, je pense qu'ils ont été surpris de la mise en scène. Très récemment, on a fait Amazonia, et c'est vrai qu'on s'attache avec Cyril, avec toute l'équipe, à valoriser aussi le travail des photographes. Et donc, faire une mise en scène extérieure, ça demande une certaine pratique, une certaine habitude. Et je remarque ce que dit Jean-François Leroy. C'est vrai qu'on travaille beaucoup aussi sur la mise en scène. Il y a tout un travail de sélection fait par Cyril, il y a tout un travail d'editing, mais tout ce travail que l'on fait aussi avec les laboratoires est extrêmement important sur la qualité de reproduction des images et bien évidemment sur la mise en scène. Et ça, c'est un grand plaisir pour nous. Oui, j'ajouterais par rapport à ce que dit Jacques, effectivement, ça fait plaisir d'avoir ces interventions de Sébastiao et de Jean-François Leroy, parce que je crois que ce sont des compagnons de route aussi. Et on attache une importance toute particulière justement à ce compagnonnage aussi au Festival Photo l'Agassiz. C'est-à-dire qu'il y a des photographes qu'on retrouve, qui reviennent régulièrement, parce qu'ils ont des nouveaux travaux, et il ne faut pas s'en priver. Sébastiao en fait partie, je crois qu'il a fait 4 ou 5 expositions à l'Agassiz, mais comme Pascal Maître en a fait 3 ou 4. Comme Brent Stearton, comme George Steinmetz. Voilà, ce sont des gens qui ont cette appétence aussi pour cette relation entre l'homme et la nature, qui photographient au mieux et au plus près justement cet environnement, cette beauté. Et puis Jean-François Leroy, c'est aussi un compagnonnage. Alors il dit, j'en ai pas manqué une d'édition. Il en rajoute un peu. Ah non, il ne le rajoute pas. Non, et moi d'ailleurs, je vais lui dire, parce que c'est vrai que ça fait partie, parce qu'il a fait avec Visa pour l'image, moi j'appelle ça vraiment le temple du photojournalisme. Et toi, tu ne loupes pas une édition de Visa. Et à titre personnel, depuis 1995, ça va faire donc cette année, ça fera la 29e année consécutive
pour laquelle je viens à Visa pour l'image. Donc si on compte à peu près 5 jours ou 6 jours, j'ai dû passer presque une année à Visa pour l'image et à Perpignan. Moi qui suis beaucoup plus jeune, ça fait 21 ans dès le démarrage du festival, d'ailleurs, ma première chose, c'était d'aller à Visa pour l'image. Pourtant, la Gacilly Perpignan, c'est pas à la porte à côté. Bon, quand même, ça existe, il y a des trains. Alors, cette semaine, exceptionnellement, le Flash Actu et la Story se feront sans nos deux invités pour des raisons de calendrier. On les retrouve dans quelques minutes pour notre grande discussion sur les coulisses du festival photo de la Gacilly. Cette semaine, dans le Flash Actu, Nikon annonce son nouveau Z6 III. Pentax dévoile enfin son boîtier argentique et les marques posent leurs valises à Arles pour la semaine d'ouverture. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Comme prévu, Nikon a annoncé son Z6 III, son nouveau couteau suisse ultra polyvalent, aussi bien pour un usage photo que vidéo. L'appareil inaugure un tout nouveau capteur 24,5 millions de pixels stabilisé jusqu'à 8 IL et doté d'une conception semi-empilée, assurant une vitesse de lecture 3,5 fois plus rapide que celle de son prédécesseur. Grâce à cela, l'appareil aligne jusqu'à 60 images par seconde en rafale en JPEG et 20 en RAW avec suivi autofocus. Il propose même un mode à 120 images par seconde en JPEG au format DX, ainsi qu'un mode pré-rafale en JPEG 60 images par seconde sur 1 seconde. Côté autofocus, on retrouve 273 points AF et comme sur les Z8 et Z9, le suivi 3D avec la détection, reconnaissance et suivi du sujet grâce au Deep Learning. On retrouve également des modes de prise de vue par assemblage qui travaillent des séquences jusqu'à 32 photos en RAW pour venir améliorer la précision des couleurs, le moiré, la réduction du bruit et enfin la définition jusqu'à 96 millions de pixels. Côté vidéo, le Nikon Z6 III propose en interne la 6K à 60 images par seconde en nRAW 12 bits ou Apple ProRes RAW HQ 12 bits mais à 30 images par seconde. On retrouve également de la 4K 120p ou encore de la Full HD à 240 images par seconde. A noter que l'enregistrement sur disque dur USB-C externe n'est pas possible. L'appareil dispose donc d'un slot CF Express type B et d'un slot SD UHS 2. Les mensurations du boîtier en lui-même se positionnent entre celles de son prédécesseur et celles du Z8. Il est protégé contre les intempéries et dispose d'un écran arrière monté sur rotule. Le viseur électronique se voit doté désormais d'une définition de 5,76 millions de pixels, une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et d'une luminosité de 4000 candela par mètre carré. Le nouveau Nikon Z6 III sera disponible à la fin du mois et proposé au prix de 3 000 € boîtier nu. Après des mois et des mois de teasing et de mystère, Pentax annonce enfin son boîtier compact argentique, le Pentax 17. Et on peut dire que des surprises sont au rendez-vous. C'est donc un boîtier argentique qui fonctionne avec des pellicules de 135 mm. Extrêmement basique, l'appareil dispose d'un système d'armement pour l'obturateur et l'avance du film manuel. Il est équipé d'une focale fixe de 25 mm offrant une ouverture fixe de f3.5. Cet objectif est à mise au point manuel et le réglage se fait sur 6 positions différentes représentées par des pictos. Fleur pour la macro à 25 cm, aliment à 50 cm, portrait à 1,2 m, double portrait à 1,7 m, groupe à 3 m et paysage à l'infini. L'appareil dispose néanmoins d'automatisme pour l'exposition qui sera modulée par le temps de pause grâce à une cellule intégrée. On retrouve sur le dessus une molette de réglage de la sensibilité ISO de la pellicule, un correcteur d'exposition et un sélecteur de mode de prise de vue. Auto, programme, nuit, bokeh, pause longue et flash, puisque l'appareil est équipé d'un petit flash d'appoint. Cet automatisme est assuré grâce à une pile dissimulée dans la poignée de l'appareil. Là où Pentax surprend, c'est sur l'orientation de la fenêtre d'exposition. Elle est verticale, si bien qu'il est possible de faire 2 fois plus de photos, en format 17 par 24 mm donc, sur une même pellicule. Ce choix devrait normalement séduire les utilisateurs de smartphones coutumiers du format vertical. Pour faire du paysage, il faudra donc utiliser l'appareil en orientation portrait. Et le viseur optique suit naturellement ce choix d'orientation. Le nouveau Pentax 17 est proposé au prix de 549 €, auquel il faudra ajouter le prix des pellicules et de leur traitement, développement, tirage et éventuellement numérisation.
Et enfin, pour terminer cette année, les marques investissent en nombre. La semaine d'ouverture d'Arles 2024 du 1er au 6 juillet prochain, en proposant des conférences, des masterclass, des photowalks, des expositions, des lectures de portfolio, des démonstrations et des prêts de matériel. Canon sera de la fête pour la première fois aux côtés du magazine Fisheye, qui prend en charge l'espace incontournable de la cour de l'archevêché. Fujifilm s'installe avec un programme ambitieux intitulé Fujikina, dans les anciens locaux de l'ENSP à l'hôtel Quiqueran de Beaujeu et invite l'agence Magnum. Sigma sera présent dans une galerie au 27 rue du Pont et enfin Leica sera au très chic hôtel Jules César avec un cycle de conférences et en galerie avec une exposition et son académie au 7 rue des Pénitents Bleus. Arles 2024, tout comme le Festival Photo de la Gacilly, est un événement incontournable de l'été pour tous les passionnés de photographie. Bon, il est assez cool sur le papier, ce nouveau Z6 III. Ouais, il est présenté comme un petit Z8 ou un super ZF au choix ou un super Z6 II. Il est vraiment, je trouve, le descendant du D700 à l'époque. Ouais. Je ne sais pas si tu te souviens, cette Bien espèce sûr. de tank comme ça, numérique, qui était le petit frère du D3, plus que celui du D750 qui est venu après parce qu'il était un peu plus léger. Celui-là, c'est vraiment, on a l'impression de voir un boîtier pro quand même. Il a une construction qui a l'air très très solide, un joystick, des caractéristiques haut de gamme pour le sport, l'animalier, la vidéo. Donc beaucoup d'attributs dont l'autofocus qu'on a vu sur les Z8, Z9. Moi, il y a deux petites choses qui m'ont un tout petit peu déçu. C'est l'absence d'un volet de protection devant le capteur qu'on trouve sur les Z8, Z9, qu'il y a sur les concurrents, les A7 IV et R6 Mark II. Et non, les touches à l'arrière ne sont pas rétroéclairées non plus. Je trouve que c'est un truc assez cool sur les Z8. Des petits trucs qu'ils auraient pu faire, voilà. Mais sinon, faut être honnête, objectif, c'est très impressionnant. La fiche technique est vraiment remarquable. Et pour être encore un petit peu chiant, un petit peu pointueux, moi, j'aurais trouvé plus logique d'avoir un capteur de 30 millions de pixels pour mieux marquer la frontière entre les ZF, Z5 de 24 millions et puis le haut du panier Z8, Z9 à 45 millions. Ouais. Et faire vraiment la nique à la concurrence, puisque là-dessus, la 7 IV va garder un avantage en termes de définition. Maintenant, ce Z6 III a un nouveau capteur, nouvelle technologie. Semi-empilé. Ouais, alors, il n'y a pas de communication vraiment autour de tout ça, la manière dont ça fonctionne. Toujours est-il que ça devrait être un capteur plus rapide, notamment pour gérer les phénomènes de rolling shutter. Donc, ça explique aussi son tarif beaucoup plus élevé que le Z6 II. Ouais, et puis, parallèlement au lancement de ce nouveau boîtier, Nikon inaugure aussi un nouveau service qui s'appelle le Nikon Imaging Cloud, alors qui fonctionne a priori pour l'instant uniquement pour le Z6 III. Donc l'appareil est capable de se connecter en Wi-Fi à ce cloud. Il est capable de se mettre à jour automatiquement tout seul sans devoir passer par un ordinateur ou un smartphone. Et il est capable d'envoyer en continu et quasiment en temps réel les photos directement sur ce cloud qu'on peut synchroniser après avec tous les services de bibliothèque classiques, de Photoshop, de Lightroom, etc. etc. Donc ça, c'est une nouveauté qui est aussi hyper intéressante. Parmi les actualités de la semaine, moi, je voulais aussi revenir sur deux choses. La première, c'est que OM System propose une offre de cashback qui est disponible jusqu'au 28 juillet, où il est possible d'avoir une offre de remboursement jusqu'à 500 € pour l'achat d'un boîtier et ou d'optique. Et enfin aussi que le festival Filmoramax s'associe à IPLN, un partenaire du podcast, et lance un concours de court-métrage, décidément c'est très à la mode en ce moment, sur le thème « C'est pour les grands ». Alors c'est extrêmement simple, c'est un film de 1 minute 30 qu'il faut produire, le format est totalement libre, c'est possible de participer jusqu'au 3 septembre, et donc les 5 finalistes seront projetés sur grand écran au Pâté Bellecour pour l'inauguration du festival Filmoramax. Le grand gagnant remportera un kit hybride d'une valeur de 2 799 € et les 4 autres finalistes un chèque de 100 € à valoir en bon d'achat. Donc une opération de plus pour IPLN. Benjamin, est-ce qu'il y a d'autres actualités que tu voulais évoquer cette semaine ? Oui, comme c'est
presque le dernier épisode de la saison, ça se bouscule un petit peu. Alors, le mois dernier, nous avons commémoré le 70e anniversaire de la mort de Robert Capa. Je voulais signaler la sortie du livre Icône, paru chez l'éditeur Atelier EXB, réalisé sous la direction de Michel Lefebvre, journaliste au Monde et collectionneur, co-auteur du livre Robert Capa, Traces d'une légende. Alors, dans cet opus, donc Icône, il présente le célèbre reporter comme un photographe de l'émotion, en évoquant ses travaux moins connus, réalisés en temps de paix. Et il souhaite montrer, je cite, comment, pourquoi et où il a pris ses photos. Icône est tout simplement la somme de 25 ans de quête autour de Capa, que l'auteur qualifie de plus grand photographe de guerre du monde. Et qui continue de fasciner encore aujourd'hui. Donc cet ouvrage contient toutes les images les plus connues et bien d'autres inédites. Donc on peut trouver ce livre au prix de 45 € en librairie. Et pour finir, un clin d'œil aussi à nos amis de Réponse Photo qui sortent leur numéro de juillet avec un dossier qui porte sur la construction d'une série photographique avec en invité Juliette Pavie. Lauréate de la dernière édition des Sony World Photography Awards que nous avons reçu ici. Un entretien, ça va te plaire Arthur, avec l'humoriste et chroniqueur David Castello-Lopez qui parle de son intérêt pour la photo. Un dossier sous forme d'état des lieux de la photo de nu commis par votre serviteur. Et des tests, notamment celui de l'OM1 Mark II, hybride d'OM System sorti en début d'année avec de très belles images prises en Écosse, mais aussi les bancs d'essai des optiques Fujinon moyen format à bascule et décentrement. C'est intéressant, il n'y en a pas beaucoup sur le marché des hybrides. Les GF 30 et 110 mm TS. Tout cela est en kiosque dans le numéro de juillet au prix de 8,50 €. Bon, parfait. Merci, merci Benjamin. C'est le moment de ta story et de ta chronique hebdomadaire. Et cette semaine, tu nous parles d'une résidence photographique du Musée de l'Armée qui accueille un photojournaliste français de renom. La story est présentée cette semaine par le laboratoire photo Whitewall. Appréhender les enjeux mémoriels dans un présent bousculé par le retour de l'histoire. Telle est l'ambition du photojournaliste Guillaume Herbault, lauréat de la résidence photographique au Musée de l'Armée. Jusqu'au mois de novembre, il va aborder cette problématique autour du drapeau, omniprésent lors de cérémonies officielles ou sur des théâtres de guerre. C'est en voyant les jeunes générations s'en emparer, en France comme en Ukraine, que Guillaume Herbault a décidé de travailler sur ce thème. Il y a quelques années, j'avais fait des photographies en Picardie pendant des commémorations militaires et j'avais vu des jeunes qui portaient le drapeau. Et j'avais été frappé par le fait qu'à 15 ans, 16 ans, 17 ans, on pouvait avoir envie de porter un drapeau pendant des cérémonies. Je m'interrogeais sur la transmission de la mémoire parce que maintenant, il y a une génération qui va partir. Bientôt, il y aura plus d'anciens combattants et donc il y aura une mémoire qui va disparaître. Mon travail, il tourne beaucoup autour de la transmission de la mémoire et de l'histoire. Et puis en Ukraine, j'ai été frappé par le drapeau omniprésent qui est là pour revendiquer un sentiment de liberté, de lutte, de résistance et de nation face à une Russie impériale. Je voyais pratiquement des jeunes en Ukraine en train de se battre et de l'autre côté, des jeunes Français qui portaient un drapeau pour commémorer l'histoire. Le choix de ce sujet ne doit rien au hasard alors que la guerre sévit aux portes de l'Europe. Guillaume Herbault souhaite aussi ouvrir une réflexion sur le sujet au niveau national. En France, on a un rapport hyper compliqué avec le drapeau, alors que le drapeau français représente quand même, ça vient de la Révolution. Pour moi, c'est le drapeau de la République. Et les gens qui se sont accaparés aujourd'hui le drapeau français, qui ont volé le drapeau français, eux, dans l'histoire, ne voulaient pas du drapeau bleu-blanc-rouge. Ils voulaient un drapeau blanc, donc un drapeau royal. Tout l'enjeu aussi, c'est de se réapproprier l'idée du drapeau. Le photographe a divisé son projet en 3 parties distinctes. Il sera autant question de travail sur la matière, d'histoire et d'archives, mais aussi du lieu où il va mener sa résidence, hautement symbolique, l'Hôtel National des Invalides. Donc il y a l'histoire des drapeaux, donc en fait rencontrer des drapeaux, mais vraiment rencontrer des drapeaux pour rentrer dans leur histoire et faire des portraits de drapeaux.
dans l'histoire, d'aller même dans la matière du drapeau et de regarder. Je suis très frappé parfois par des drapeaux de résistance qui sont cousus à la main. Et donc, il y a une fragilité totale, même dans la couture qui relie les trois couleurs. Et il y a une fragilité, donc c'est extrêmement humain pour parfois des causes qui vont dépasser la personne qui va porter le drapeau. Ensuite, il va y avoir tout un travail autour de la représentation contemporaine du drapeau à travers la cour des Invalides, où là, en fait, on est vraiment rattaché au cœur de l'histoire. C'est-à-dire que l'histoire contemporaine, l'histoire avec un grand H, l'accélération de l'histoire qu'on connaît dramatique, eh bien, on peut la voir au cœur des Invalides, avec ces cérémonies parfois de commémoration. Et donc là, je voudrais photographier ces moments-là. Et puis après, il y a une troisième partie où, évidemment, les Invalides, c'est un lieu de vie, c'est pas un lieu que muséal, et aussi un lieu de soins auprès des vétérans, auprès des anciens combattants et des soldats aujourd'hui qui ont été totalement touchés dans leur chair par la guerre, qui se sont aussi battus pour le drapeau. Va-t-il devoir mettre ses déplacements en Ukraine entre parenthèses au cours de cette période? Guillaume Herbault se rend régulièrement sur place, en commande, pour le quotidien Le Monde. Un pays qu'il documente depuis plus de 20 ans et qui reste au cœur de ses préoccupations. Pour moi, l'Ukraine est centrale aujourd'hui dans ma manière d'aborder la géopolitique et même dans mon intérêt purement photographique. Et puis aussi, voilà, le fait qu'il y ait une guerre au cœur de l'Europe aujourd'hui, moi, ça me meurtrit et donc j'ai pas envie de lâcher cette histoire, mais je vais faire des allers-retours, j'espère. Alors, Guillaume, c'est le second lauréat de cette résidence qui est donc ouverte aux photographes français et étrangers. Oui, c'est bien ça. Donc, il succède à Annelise Broyer, première lauréate de cette résidence photographique en 2023. Et Guillaume a été choisi parmi 50 photographes, dont certains issus d'autres nationalités. Le photographe de l'agence Vue va travailler sur le thème du drapeau, donc autour de 3 axes qu'il a évoqués. Et il paraît en effet fort probable qu'il retourne en parallèle dans un pays qui lui est cher parce que ça fait plus de 20 ans que Guillaume Herbault travaille en Ukraine. Donc, il a documenté tous les temps forts de ces 20 dernières années, la crise aussi place Maïdan, les conflits dans le Donetsk, qui datent d'avant l'invasion de la Russie en Ukraine. Donc, c'est un pays qui est très emblématique, qui est pour lui, qui lui est très cher. Et surtout quand il s'agit d'évoquer cette problématique du drapeau. D'ailleurs, on a vu les joueurs de l'équipe nationale ukrainienne lors de l'Euro arriver sur le terrain avec leur drapeau. Donc, c'est quelque chose de fort, de symbolique, et qui traverse aussi notre pays en ce moment avec les enjeux électoraux. Et on peut faire confiance en tout cas à ce remarquable photojournaliste qui est plus proche d'une photo documentaire que de hot news pour traiter ce sujet avec la distance nécessaire. Ok, merci beaucoup Benjamin. Je vous propose maintenant une petite pause, une petite respiration avant d'attaquer notre grande discussion sur le festival photo de la Gacilly avec son fondateur Jacques Rocher et Cyril Drouet, son commissaire d'exposition. NPD, partenaire historique du podcast Faut pas pousser les ISO, est tout simplement la plus grande plateforme en ligne au monde pour acheter, vendre et échanger du matériel photo et vidéo d'occasion. Chaque année, c'est près de 400 000 appareils photo ou vidéo d'occasion remis en circulation sur leur site. Ils nous ont fait confiance pour cette nouvelle saison du podcast. Le lien est en description, vous pouvez découvrir sans plus attendre. Bonne écoute. Alors, au festival photo de la Gacilly, les expositions sont visibles en plein air et font l'objet d'une déambulation dans le village entièrement gratuite. Plusieurs fois au programme ces 20 dernières années, le photojournaliste Pascal Maître nous explique pourquoi, à ses yeux, cet événement revêt une dimension unique. C'est assez extraordinaire de voir toutes ces familles, c'est-à-dire les familles viennent, les grands-parents, les petits-enfants, les enfants, tout le monde vient visiter, parler et profiter de ce festival qui est extérieur. J'ai vu pas mal de festivals avec des accrochages extérieurs. Pour moi, c'est le plus beau parce qu'il est dans ce village qui est magnifique. Il est en harmonie avec le village, avec la nature qui entoure le village. C'est vraiment un festival assez exceptionnel et qui a été pionnier, parce que maintenant, il y a un peu partout, on expose des photos de l'extérieur. À l'époque, il y en avait très peu. C'est aussi un festival qui aborde un thème lié à l'environnement en général, plus
un thème lié à une photographie de pays. Et cette année, ça va être l'Australie. Donc, ça permet de découvrir des photographies que l'on ne connaît pas et que l'on ne soupçonne pas. Pour moi, c'est vraiment un festival unique. Et j'ai eu la chance d'y exposer à plusieurs reprises. L'année dernière, j'ai fait une exposition sur les grandes villes dans le monde. Et c'était très intéressant de voir le public, la réaction du public par rapport à ce thème qui était un thème décalé de l'environnement, c'est-à-dire ce n'était pas un thème direct d'environnement, mais c'est un thème qui pose des vraies questions d'environnement. Bon, ça donne envie, évidemment. Jacques, vous avez fêté les 20 ans du festival l'année dernière. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment est née finalement cette idée de créer un festival sur la nature? Oh, c'est très simple, il n'y avait aucune étude marketing. Moi, ce qui m'a motivé, c'est ma passion. La passion que j'ai vis-à-vis de la nature, et depuis très très longtemps. Comme tu le disais, j'ai créé la fondation il y a plus de 32 ans. Et donc je vais aussi sur le terrain et je vois aussi une réalité sur le terrain de destruction des milieux naturels. J'étais encore récemment en Amazonie, je voyais des feux de 30 km de long, etc. Donc cette passion liée à la nature, cette passion liée à la photographie, puisqu'elle m'a toujours... tout gamin, quand j'avais 12-13 ans, j'allais faire des photos avec le photographe du coin dans des milieux naturels. Et puis, j'ai toujours aimé la photographie. Et puis, cette passion pour mon village, parce que je suis originaire de ce village. Ma mère et mon père sont originaires de ce village. Et c'est vrai que je trouvais que ce village est intéressant parce qu'il y a des strates. En Bretagne, c'est assez plat quand même, mais là, on est un peu vallonné. Et donc, on est à la fois un peu urbain. Par exemple, quand on fait une exposition dans le garage, c'est vraiment un côté très minéral et très urbain. Et puis, quand on est le long de la rivière, ben voilà, on est en pleine nature. Et donc, cet assemblage de passion et de ce terrain de jeu qu'est ce village qui s'appelle la Gacilly, je préfère, c'est pas la Gacilly, hein, c'est la Gacilly, est très important parce que, encore une fois, on s'attache aussi, et Cyril en parlera mieux que moi, mais on s'attache aussi à faire en sorte que la programmation et que l'exposition qui va aller dans tel ou tel lieu correspondent vraiment aussi à ce qu'on veut mettre en scène. Et ça, pour moi, c'est essentiel. Et ça, on va en parler, de la programmation, la manière dont c'est envisagé, de la scénographie aussi. Juste une précision sémantique, à la base, le festival s'appelait Festival Photo Peuple et Nature. Aujourd'hui, on dit plutôt Gacilly Photo. Festival Photo, la Gacilly. Parce que je pense que c'est d'abord, bon, c'est le sous-titre Peuple et Nature, et on a toujours eu cette relation, comme le disait aussi bien Pascal que Sebastião Salgado. Cette relation est pour nous très importante. Parfois, on nous dit, ah bah oui, mais vous montrez des sujets qui sont un peu trop durs, mais c'est aussi la réalité de notre terre. Hein. Et donc, pour moi, ça a toujours été important, et c'est toujours aussi, et Cyril l'expliquera, par exemple, quand on voit la thématique d'aujourd'hui sur l'Australie, eh bien, on voit des populations qui ont une relation, mais vraiment intime, avec ce milieu naturel. Et du coup, Cyril, est-ce que tu peux nous expliquer quel est le fil conducteur et l'ADN de ce festival? L'ADN, c'est justement que je crois que sur un plan photographique, on ne va pas dans des cases. On ne s'intéresse pas à tel type de photographie. On a du grand public qui vient, et ça, c'est formidable. Donc, on a 320 000 visiteurs chaque année. On est dans l'espace rural, c'est gratuit. Les galeries sont à ciel ouvert. Je dis ça parce que c'est très important. C'est totalement différent que de rentrer dans une galerie à Paris, ou même d'aller dans un musée, où les gens qui ne se sentent pas forcément initiés ne vont pas franchir le seuil. Là, tout le monde peut y aller, et tout le monde y va en famille. C'est important. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire découvrir la photographie, donc des gens qui vont apprécier tel ou tel auteur, mais de rompre et de casser les styles. C'est-à-dire qu'on va trouver à la Gacilly aussi bien du photoreportage, du photojournalisme, on a de la photo documentaire, on a de la photo dite artistique, donc beaucoup plus intimiste aussi parfois. Donc on va chercher de la photo d'archives, on essaye tous les styles photographiques. Et après, c'est ça qu'on trouve assez formidable, c'est que tout au départ, venait un public qui forcément
peut-être certains ne connaissaient pas bien la photographie et ils ont exercé un œil, ils se sont initiés, ils ont découvert. Donc nous, ce que l'on aime justement, c'est ce retour, c'est que tous les ans, les gens reviennent et finalement deviennent des aficionados de la photographie. Donc on les attire dans un lieu qui est magnifique et qui est qu'un lieu dans un paysage naturel. Après, le fil conducteur, ça reste la relation entre l'homme et la terre. Oui, les gens reviennent, les photographes aussi, on en a parlé, il y a un lien qui se crée. Ce qui est assez exceptionnel aussi quand même, c'est la durée du festival, parce que là, on va jusqu'au mois de novembre, c'est bien ça, depuis le départ, c'est ça? Oui, depuis le départ, enfin, c'est 4 mois. Alors, normalement, on démarre début juin, mais bon, pour des raisons de travaux qui sont à Lagacy, on est obligé de décaler. Mais sinon, c'est une durée de 4 mois. Mais c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que c'est un espace ouvert. C'est un espace où les personnes peuvent venir à tout moment et peuvent venir et revenir. Et le village, pour ça, il s'y prête. Et c'est aussi extrêmement important, comme moi, c'est un peu mon combat aussi. La culture en milieu rural, eh bien, elle doit exister. Ce n'est pas que dans les grandes métropoles. Et donc, faire en sorte que la photographie et que les plus grands photographes acceptent Moi, je me souviens d'une discussion avec Nick Brandt au tout début. On lui parle de Lagacy, il fait des expos à Los Angeles, à Paris, à Berlin, à Lagacy. Bon. Et quand on lui explique la thématique, l'esprit même du festival, ça marche. Donc ça aussi, c'est important parce qu'on a fait venir à nous des photographes qui voyaient ça de très loin, un petit village de 4000 habitants. Voilà. Et ça aussi, c'est passionnant parce que globalement, on a eu très peu de refus, sauf des refus de photographes qui sont très cotés en galerie. Et là, il y a eu un barrage. Mais globalement, c'est un grand bonheur d'exposer à la fois des photographes très connus et en même temps des photographes qu'on va découvrir. Et comme le disait Jacques, c'est vrai que ce qui est important, c'est l'art passant. Donc c'est aussi la culture dans le milieu rural et c'est de l'art passant. Moi, j'y tiens énormément. Et je me souviens des filles de Robert Doisneau, quand on avait fait une exposition de Robert Doisneau à la GACI, qui étaient stupéfaits, qui dit mais ça, c'est exactement ce que mon père aurait aimé voir de son vivant. C'est-à-dire du grand public qui vient, qui découvre, qui est à l'air libre. Et c'est vrai que ça peut rebuter parfois certains auteurs de se dire « Ah ben, on est en extérieur ». Et puis surtout, en plus, on est sur des très grands formats. Quand je dis sur des très grands formats, là, on a une exposition avec Bobby Loquière où on a des photos qui vont jusqu'à 9 mètres de haut. Mais il faut rester extrêmement professionnel. Ce que je veux dire, c'est qu'en extérieur, on peut faire une qualité de tirage incroyable. Et c'est vrai que des laboratoires comme Dupont, des laboratoires comme Agelia, des laboratoires comme Initial, aujourd'hui sont devenus des orfèvres aussi. Comme Picto aussi. Comme Picto également, bien entendu, qui sont pas loin de là où nous sommes. Mais c'est vrai que c'est assez génial. Et quand on voit ces toiles qui font 9 mètres de haut, il y a des gens qui sont pas, qui parfois vont s'amuser à toucher en disant mais c'est du tirage papier. Non, c'est en extérieur. Donc c'est vrai qu'on attache un énorme respect à la qualité d'impression. Et comment se positionne finalement ce festival? Parce que l'offre culturelle photo l'été, particulièrement en France, est quand même très, très large. On pense à Arles, naturellement, Visa à la rentrée. C'est quoi la place de la Gacilly pardon, dans ce paysage-là? Justement, nous, on mélange les genres. Donc, c'est autre chose. Je dirais que Visa, c'est du photojournalisme. Et c'est formidable, heureusement que ça existe. À Arles, on est plutôt dans une photo de création d'hier et d'aujourd'hui, ou de demain, avec des nouvelles écritures aussi. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la thématique. C'est la thématique environnementale. Il y a d'autres festivals peut-être qui le font, mais en tout cas, on est en plein air, donc il y a tous ces éléments-là qui existent. Mais on a notre spécificité. Donc, on a notre ligne éditoriale également. Une ligne éditoriale, c'est important. Quand on s'offre à 320 000 visiteurs, on ne peut pas montrer tout et n'importe quoi. Il y a des choses sur lesquelles il faut faire attention. Quand on a un public d'enfants, on fait attention aussi. Mais ça ne nous empêche pas d'alerter, de montrer des photos parfois un peu dures pour faire comprendre et pour faire réfléchir. Elle a plus de 300 000 visiteurs, certes, presque plus de 600 000 avec Baden, puisqu'il y a Baden aussi depuis 2018, qui a été donc créé en Autriche, qui est une extension du festival, qui lui donne une dimension plus internationale. En quoi il consiste ce partenariat, ou du moins ce second rendez-vous? D'abord, je tiens à remercier Pascal Maître, parce qu'on parlait
camarades, d'amis, de personnes. C'est grâce à Pascal Maître que Loïs Lammer-Huber, qui est éditeur à Baden, de livres, en particulier des livres de photos, est venu. D'entrée de jeu, il a trouvé que c'était intéressant. Le maire de Baden est venu à l'Agassi. Nous sommes allés à Baden dans la foulée. Et c'est vrai que la ville de Baden aussi, qui n'est pas du tout la même configuration, c'est une ville qui est à 30 km de Vienne, c'est une ville de terme, une ville impériale, avec des monuments extraordinaires, des jardins extraordinaires. Et c'est là où c'est intéressant, parce que on a aussi une belle alchimie, justement, de cette relation avec la nature. Et ça se fait, je dirais, tout naturellement. Et on est très heureux de ce partenariat, parce que qui ouvre aussi, vis-à-vis des photographes aussi, c'est important, parce qu'on expose une année à l'Agassi, l'année d'après, on l'expose à Baden. C'est ça, c'est la même thématique qui est reconduite. Exactement. Sur l'autre. Et ce sur quoi aussi, pour moi, c'est toujours été important, c'était de payer les photographes d'entrée de jeu, dès la première édition. Je considérais que c'était aussi un élément important de payer les photographes, et ils sont payés à la fois à l'Agassi, ils sont payés à Baden. Et c'est vrai que maintenant, oui, une exposition sur 2 ans, c'est 600 000 personnes qui la voient. Scénographe et directeur technique du festival, Dominique Roland évoque le défi que représente l'installation de nombreuses œuvres au sein du village, ainsi que leur acheminement. Le travail commence au mois de septembre avec Cyril qui nous présente son projet de programmation. Ensuite, il y a un travail assez fin qui est fait pour attribuer chaque photographe à nos galeries. On a 20 photographes, 20 galeries. On a des espaces qui sont très variés. On fait donc ce choix. Ensuite, le travail de scénographie, il est fait pour répondre aux besoins, aux souhaits du commissaire et de sublimer le travail du photographe. À l'Agassi, les visiteurs vont découvrir 20 expositions, 20 travaux différents. C'est beaucoup de photos, c'est beaucoup de marches aussi pour faire tout le village. Et la scénographie doit aussi permettre aux visiteurs de changer d'univers entre 2 photographes. Vraiment, à chaque expo, de basculer dans un autre univers pour réveiller un peu leur curiosité. Les premières photos sont envoyées en production au mois de janvier et on a des livraisons qui s'étalent sur mars, avril, mai. Et en même temps, les constructions des scénographies commencent en atelier en février pour aussi s'étaler jusqu'au mois de mai. Et donc, on a 3 mois et demi de montage avec une équipe dédiée au festival photo. Alors, Cyril, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton travail sur ce festival en tant que commissaire des expositions, directeur artistique? En quoi ça consiste? Par exemple, tiens, à partir de quel moment tu considères que le programme est arrêté? Le programme est arrêté quand on a nos 20-22 expositions, c'est-à-dire vers le mois d'octobre-novembre, parce qu'il faut aller très vite aussi, parce qu'après, il faut contacter les photographes. Alors, chaque année, on a une sorte de double thématique. Donc, au Festival de l'Agassi, on a un pays invité. Donc, on a eu par le passé, on a eu le Japon, on a eu l'Amérique latine, on a eu l'Afrique, on a eu les pays de l'Est, enfin bon. Ou un continent, ou un continent, l'Arctique. Ça peut arriver. Donc, on cherche une photographie spécifique avec des photographes appartenant à ces régions du monde. Et puis, on a une autre thématique qui est toujours liée à la relation entre l'homme et la terre, dans laquelle on cherche différentes écritures photographiques, des grands maîtres de la photographie, comme des jeunes pousses aussi, ou des talents de demain. Donc, et tout ça, ça doit être dans une sorte d'harmonie. Donc, je dirais qu'il y a un choix qui se fait tout au départ. En fait, moi, c'est mon moment préféré. Hein. Mon moment préféré, c'est quand je pars sur une idée de pays et je commence à chercher. Et là, je cherche des choses. Et ça, c'est génial parce que ce n'est pas des projets qui m'arrivent. C'est moi qui vais au-devant de ces projets. Donc, j'aime bien découvrir tout ce qui se passe. Donc, je vais passer, mais quand je dis des heures, c'est des journées entières sur Internet, dans des librairies, à regarder, à voir tout ce qui se fait sur un pays pour commencer à me dire est-ce que ça vaut le coup, ça vaut pas le coup. Après, on en parle et ça, c'est aussi un deuxième grand moment. Parce que c'est aussi un moment d'amitié, l'Agassi. Et c'est de travailler avec Jacques et on se met derrière un ordinateur. Généralement, c'est l'été, donc c'est plutôt bien, c'est assez confortable, c'est sympathique. Donc, c'est l'été d'avant. Et puis là, on commence à réfléchir, à regarder, à harmoniser en se disant tiens, ça, c'est pas mal. Parce que Jacques a un super coup d'œil et que c'est intéressant aussi d'avoir sa réflexion. Et puis après, petit à petit, on resserre. Et comme je disais auparavant, on essaye d'épouser tous ces styles photographiques, documentaires, photojournalisme, artistique.
On va venir sur la thématique de cette année. Juste avant, comment ça se passe au niveau de l'accueil? Lagacilly, c'est quand même un petit village de moins de 5000 habitants. Comment on accueille plus de 300 000 visiteurs pendant 4 mois dans un petit village? Comment c'est vécu? C'est plutôt bien vécu, hein. D'abord, c'est bien vécu par les artisans d'art. Il y a 30 artisans d'art à Lagacilly, il y a des commerçants, etc. Moi, je dis souvent, le festival est un booster économique, hein. La culture attire. Quand on attire 300 000 personnes, on génère 7 millions d'euros de chiffre d'affaires dans l'écosystème. Donc, je dirais que c'est plutôt bien accueilli. D'ailleurs, quand il y a eu le Covid, on s'est battu pour que le festival se fasse. Et c'est vrai que la question que se posaient certains artisans d'art, commerçants, etc., c'est que le festival ne se fasse pas. Et là, ça pose vraiment une question de fond. Donc ça, je dirais que de ce point de vue-là, il est bien accueilli. Après, c'est pas 300 000 personnes dans une journée, hein. C'est vrai qu'on a des moments entre le 15 juillet et le 15 août qui sont un fort trafic. Mais en règle générale, je dirais que ça se passe bien. D'abord, moi, ce que je constate, c'est que le public est très respectueux des photos. On n'a jamais eu de photos taguées, on n'a jamais eu de photos volées, etc. Et ça, c'est une chance. On ne met pas des vigiles partout, c'est pas possible. Et ça, pour moi, c'est un élément aussi fort, parce que c'est un festival qui est dans un village, et il y a un respect qui se fait, et c'est assez essentiel. C'est un cadeau, hein. C'est un cadeau aux habitants, hein. Il y a un élément aussi qui est hyper important dans les festivals, c'est souvent les bénévoles. Est-ce que c'est des bénévoles qui s'occupent de l'organisation de ce festival? Alors, on a une équipe qui est, je dirais, à l'année pour la réalisation du festival. Et puis, il y a un énorme travail, comme l'expliquait tout à l'heure Dominique Roland, de préparation. Et c'est vrai que installer 20 expos comme on les fait, c'est pas 20 expos avec des formats 80-120, etc., etc. Donc, il y a tout un travail de mise en scène qui est fait, d'installation de cette mise en scène, de peinture, etc., de pose des photos. Et c'est vrai que je remercie, moi, tous ces bénévoles qui participent. Il y a une ambiance géniale. On a plus de 60 bénévoles qui participent et qui font un travail extraordinaire et qui créent aussi ce lien avec la population. C'est des gens qui sont du village, mais aussi des gens qui viennent de 50, 100 km. Et ça, c'est essentiel aussi dans l'état d'esprit même du festival. Oui, parce qu'ils le font vraiment avec enthousiasme. Et ça, c'est assez génial. Et ils sont partie prenante. Et je pense qu'il y a une fierté aussi de dire, on est aussi dans la fabrication du festival. Et ça, c'est assez merveilleux, quoi. Les gens ont le sourire, les gens ont du peps, ils ont la pêche. Et puis, ils voient très bien aussi que c'est un cadeau pour le village. Alors, cette année, on l'a déjà évoqué, c'est l'Australie qui est à l'honneur. Et parmi les œuvres exposées, la photographe Viviane Dahl a vécu plusieurs mois en immersion dans le bush et l'outback australien. Elle est allée à la rencontre des gens vivant de manière isolée et témoigne de la façon dont ils vivent. Une expérience fascinante pour elle, en terra nullus, titre de son exposition. Il y avait déjà ce moment historique quand les Britanniques sont arrivés en 1770 et que Peter Cook a déclaré cette terre terra nullus, c'est-à-dire une terre sans homme, en niant l'existence des aborigènes qui étaient là depuis 50 000 ans. Et d'un autre côté, le fait de savoir que la majorité de la population vit sur les côtes de ce pays. Et donc, je me suis intéressée aux 10% de la population qui vit au cœur du désert, le Outback. À partir de là, je suis allée à la rencontre de différentes personnes. Il n'y a pas une seule histoire, il y en a plein. J'aurais pu en faire encore plein d'autres tellement c'est vertigineux de visiter ce pays, de voir par exemple au travers du mustering, le rassemblement du troupeau, que la propriété du fermier peut atteindre la superficie d'un département français. Tout est démesuré. Donc, ce qu'on voit à travers le mustering, c'est ça. C'est le rassemblement du troupeau avec 2 hélicoptères, avec des pick-up, avec des motos. Ça nous dépasse complètement, nous, par rapport à notre rythme, par rapport à notre territoire, par rapport à comment on vit. Les gens vivent isolés et il y a une espèce de liberté. Le métier est très, très dur de ces fermiers-là, mais il y a une liberté qu'ils chérissent en fait. Et ensuite, j'ai découvert la tente des boxeurs. Donc ça, c'était complètement hors du temps.
C'est une tente de boxeurs qui a été mise en place au début du XXe siècle par le grand-père de Michael Kaotiana. Et donc, Michael Kaotiana, qui lui avait des origines à travers son père et sa mère, à la fois maori et australienne, le fait de reprendre la tente des boxeurs au fil du temps où il organise des combats dans les villes, c'était aussi une manière pour lui de s'affirmer, d'affirmer son amour pour ce pays et son identité aussi, parce que qu'il soit maori ou aborigène, les questions de racisme, les questions identitaires sont très très présentes au cœur de ce pays. Et donc je l'ai suivi sur 2000 km d'Alice Springs à Darwin. Ce qui m'intéressait aussi, c'était de montrer un peu les backstage, les coulisses, comment ils dormaient, comment ils vivaient dans les tentes. Et donc, j'ai vraiment vécu avec eux pendant de longues périodes et c'était fascinant. Alors, une fois que vous avez arrêté la thématique ou la région globale du festival, à savoir l'Australie cette année, comment vous faites pour aller à la strate en dessous, finalement, choisir les thématiques des images qui seront exposées? Alors, les images exposées sur l'Australie. Bien sûr. Donc, sur l'Australie, alors, je vous dirais que moi, je suis parti quasiment vierge sur l'Australie. Mais un petit peu, finalement, comme le sont nous, Européens, ou nous, les Français. L'Australie, c'est un pays qu'on ne connaît pas. Il y a des chiffres comme ça qui sont qui sont importants à préciser. L'Australie, c'est une île-continent. C'est 14 fois la France pour 26 millions à peine d'habitants. Donc, comme le disait Viviane Dahl, c'est terra nullius. Mais je dirais que pour moi, c'était un peu terra nullius aussi en termes photographiques. Alors, il y avait un photographe que je connaissais le travail, c'était Trent Park. Trent Park, qui est un membre éminent qui est aussi de l'agence Magnum, qui est au programme, bien entendu. Et je dirais qu'à partir de lui, ça a été une découverte aussi. Moi, j'ai été très, très surpris parce que autant il y a un désintérêt total, il faut le dire, des gouvernements australiens, de la population, par rapport à toutes ces questions environnementales. Mais les photographes, eux, sont extrêmement préoccupés par ça, les photographes australiens. Et ce sont vraiment des lanceurs d'alerte au niveau environnemental, parce que l'Australie, c'est un pays qui est très, 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 très mal noté. C'est le deuxième pollueur au monde par habitant. Derrière, juste après l'Arabie Saoudite. On ne l'imagine pas. Et puis au niveau de la consommation de charbon. Voilà, ils sont qu'au charbon. Nous, on fantasme ce pays. On fantasme parce que c'est ces grands espaces, il y a ce côté outback presque, entre guillemets, western. Et donc, ça nous fait rêver avec des paysages incroyables. Mais qui sont ces artistes? Qui sont ces créateurs? Et comment ils traitent de leur île-continent? Et donc là, il y a plein d'écritures. Et moi, j'ai été extrêmement surpris de découvrir des photographes, des femmes d'une création, d'une créativité exceptionnelle, comme des photojournalistes, où, je vais faire cet aparté, mais Adam Ferguson, par exemple, c'est un immense photojournaliste, c'est quelqu'un qui a travaillé pour des grands magazines américains sur les théâtres de conflit, donc il est allé en Afghanistan, il est allé en Irak, il a couvert le monde entier, pour le Washington Post, ou pour le Los Angeles Times, ou pour Time Magazine. Et puis à un moment, il est revenu en Australie, qui est son pays natal. Il dit, en fait, je ne connais pas ce pays. Et je vais le découvrir. Et j'ai envie de raconter. Et il a passé des années, il a parcouru des dizaines de milliers de kilomètres à traverser le pays et aller à la rencontre de ces populations isolées. Et il en sort cette exposition que nous avons, qui s'appelle Big Sky, qui va sortir au même moment qu'un ouvrage qui sort là, ces jours-ci, et qui est un travail incroyable qu'il a réalisé lui-même sur les habitants de ces populations isolées d'Australie. Jacques, ça s'est passé comment au moment de valider cette idée? Donc, on vous imagine tous les deux l'été avec vos ordinateurs en train de discuter de destination. Ça se fait après naturellement, l'Australie, ok, on y va. Moi non plus, je connais pas. Ou comment ça se produit? Parce que souvent, les images qu'on reçoit de l'Australie sont assez anxiogènes. Ça va être des incendies. C'est plutôt une vision négative qu'on peut avoir de très loin. Non, mais c'est ce que disait Cyril. Ce qui est intéressant, c'est de travailler sur un pays à un moment donné et de découvrir justement. C'est ce que me dit souvent Pascal Mette, il vient tous les ans aussi, Pascal, il découvre des photographes. Et c'est vrai qu'on croit connaître quand on pense en Australie, on croit connaître, mais effectivement, on pense à un Trent Park, et puis après, c'est assez limité. Donc c'est vrai que moi j'apprécie beaucoup le travail de Cyril, justement, de recherche, qui est assez extraordinaire et qui est diversifié. C'est ça aussi qui est important, vous pourrez le découvrir lors de cette édition. On a vraiment des écritures très différentes sur des sujets de société et des sujets environnementaux aussi, mais avec des écritures très différentes.
Alors, il y a une aparté, là, Viviane Dahl est française, mais c'est la seule de la programmation. Il a Les travaillé très restes longtemps sur l'Australie. Les restes, ce sont que des photographes australiens. Et c'est vrai que c'est toujours intéressant aussi de découvrir. Et la photographie, pour ça, est une ouverture incroyable. Et puis, je vous dirais qu'en finalement, je crois que c'est ce qui nous complète. On ne se complète pas forcément avec Jacques. Je crois qu'on a un peu les mêmes idées. Et on a un peu le même œil. Donc, je pense qu'on partage déjà les mêmes valeurs, en règle générale. Et ça, c'est important. Et que même en termes photographiques, on a à peu près des goûts équivalents. Donc, c'est plutôt rassurant aussi. Il y a rarement eu d'opposition. Il y a des choses qu'on aime plus ou qu'on aime moins. Donc, ça permet de nous retrouver ensemble sur des points communs. Et c'est ça qui fait notre force. Alors du coup, on peut faire un peu de name dropping, à part Viviane, parmi les jeunes photographes qu'on va pouvoir découvrir à cette édition, qu'il est intéressant de suivre. Alors sur l'Australie ou sur les autres? Parce qu'après, il y en a plein de jeunes sur d'autres programmations. Ça peut être en tout, on va y venir aux autres regards, mais ça peut être mais avec des gens plus connus. Donc on peut peut-être citer, comme le dit Arthur, des jeunes talents. Alors, des jeunes talents, bon, alors ce ne sont pas forcément des très jeunes talents, je vais dire, sur l'Australie, mais ce sont des photographes qui sont des photographes assez reconnus dans leur propre pays. Mais ce qui est c'est assez étonnant, c'est qu'ils vont être présents dans des expositions, dans des musées en Australie, mais on les voit peu à l'extérieur. On les voit très peu. Alors, il y a des écritures totalement différentes et des personnages intéressants. Je dirais que ce sont des personnages aussi intéressants, parce que ce sont aussi, à leur manière, des combattants. Je pense à Bobby Lockyer. Bobby Lockyer, c'est une photographe ici, personne n'en a entendu parler. C'est une photographe aborigène qui a moins de 40 ans et qui, elle, défend, avec beaucoup d'empathie, beaucoup de bienveillance, les droits des peuples premiers en Australie. Nous, quand on voit de chez nous, on n'y pense pas trop, je dirais, à ces pauvres gens. À ces pauvres gens parce qu'ils vivent dans des conditions de droits civiques bafouées, dans des conditions assez misérables de vie. Et elle ne veut pas montrer cette misère des aborigènes qui sont vraiment mis de côté par l'Australie en règle générale. Je fais une petite aparté, mais en octobre dernier, c'est vrai qu'on n'a pas entendu parler du tout, mais il y a eu un immense référendum en Australie pour reconnaître dans la constitution australienne les droits des peuples aborigènes. Ça a été refusé à près de 70% par l'Australie. Donc, c'est-à-dire que les aborigènes, on ne reconnaît pas les aborigènes comme des peuples premiers en Australie, alors qu'ils sont arrivés il y a plus de 20 000 ans. Donc, Bobby Lockyer, elle va montrer un travail, mais qui est très beau, très doux, en empathie. Et c'est ça qu'on aime bien aussi à l'Agassi, c'est de montrer cette bienveillance et de l'empathie par rapport au monde qui nous entoure. C'est-à-dire qu'elle va mettre ces thématiques de la naissance, de la féminité, de cette osmose entre l'homme et la terre, et justement qui montre ce lien très fort qu'ont les peuples aborigènes avec leur terre. Donc voilà, je vous parle de Bobby Lockyer, mais sinon on a d'autres artistes, mais qui ne sont pas forcément des très jeunes artistes, mais on va les retrouver, ces très jeunes artistes, aussi dans la nouvelle programmation, enfin dans la programmation, dans la thématique qui est à côté, tout que je peux vous développer 2-3 noms comme ça, parce que ça a été, ce sont des surprises aussi. Joël Meyerovitch, qui est un jeune artiste. Oui, découvrez-le si vous ne connaissez pas son travail, c'est dommage, ça vaut le coup. Non, alors on a une exposition par exemple sur l'Amérique avec Louise Jones. Louise Jones, elle a 20 ans. Travaille sur Montana. Voilà, vous connaissez, et c'est un travail extraordinaire. Alors, Louise Jones, pour la petite histoire, c'est la fille de Chris Jones, qui a été un des très grands rédacteurs en chef du National Geographic. Je vais vous dire, je pense qu'elle a été baignée dans une culture de l'image, et ça se voit. Mais Louise Jones, elle va vous montrer cet Ouest américain, enfin, sincèrement, avec une beauté, avec une écriture, avec des photographies assez pastel. Mais presque à une autre époque. Enfin, c'est presque une autre époque, c'est ça qui est... Dans le Far West, en fait. C'est le Far West, un peu. C'est le Far West. Big Sky Country. Exactement, c'est quelque chose de merveilleux, mais on a des, quand je parle d'autres jeunes photographes... Et on l'a découvert à Visa pour l'image. On l'a découverte à Visa pour l'image, effectivement. Donc, elle était venue à Visa pour l'image, et puis je l'ai vue par hasard. Moi, je me souviens, elle m'a montré son portfolio, et moi, j'ai fait ting. Ça m'a fait titre, et ça m'a amené à je me projette aussi pour l'année d'après. On a une jeune photographe qui s'appelle Alice Palot. Alors, elle a moins de 30 ans aussi, qui est lauréate cette année du prix des nouvelles écritures, pour lequel on avait souhaité donner une nouvelle dynamique,
puisque ce prix Nouvelle d'écriture, aujourd'hui, on le fait en partenariat avec Leica. Leica, Leica est rentré dans la danse. Et le C'est magazine formidable. de l'air. Et le magazine de l'air Ah, également. Stéphane Brasca, on le salue. Exactement, Stéphane Brasca. Et avec Alice Palot, elle a prolongé son travail, qui était un travail qu'elle avait débuté sur les algues maudites, qui sont c'est la profilération des algues vertes sur les côtes bretonnes. Mais c'est vrai qu'elle a une esthétique souvent futuriste. C'est vraiment de la nouvelle écriture photographique. En grand, c'est immense. Et elle a continué ce travail jusque les derniers clichés qu'on va montrer ont été réalisés au mois de mars ou au mois d'avril dernier. Donc là, on est dans un travail très artistique. Voilà, c'est toute cette appétence que nous avons. Après, on a des grands maîtres de la photographie, bien sûr. Alors, en dehors de l'Australie, il y a d'autres regards qui seront à l'honneur de cette 21e édition et qui pointent des enjeux majeurs d'un point de vue environnemental. Georges Steinmetz a déjà exposé 2 fois à l'Agassiz. Voilà 10 ans que le photojournaliste mène une enquête photographique sur l'épuisement des ressources naturelles en écho à la consommation alimentaire à l'échelle mondiale. Pour lui, exposer à l'Agassiz fait totalement sens. Je ne pense pas que la majorité des gens perçoivent l'impact de leurs choix alimentaires sur l'environnement. Pourtant, la production de nourriture a un impact majeur sur la perte d'habitat ou l'émission de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale, sur la vulnérabilité de la biodiversité marine. Le but de mon projet est d'amener les gens à considérer leurs décisions en matière de nourriture à l'aune des problématiques environnementales. À cet égard, je pense qu'il colle bien avec le festival. Je crois qu'en France, la prise de conscience collective a été accélérée par le travail de Yann Arthus Bertrand. Avec La Terre vue du ciel, il a montré l'état du globe en un livre et cela reste le livre photo le plus vendu. Son impact a été énorme. D'autres photographes se sont inspirés et ont poursuivi leurs efforts dans cette voie depuis. Alors, Georges, il évoque évidemment l'influence de Yann Arthus Bertrand et de donc son projet, évidemment, La Terre vue du ciel. Est-ce que ce travail-là a aussi fait partie de vos inspirations pour créer ce festival ? Yann Arthus Bertrand, on l'a exposé 2 fois ou 3 fois, je crois déjà. Yann Arthus Bertrand, ça fait partie aussi de ces grands maîtres de la photographie, mais c'est aussi un personnage extrêmement engagé pour l'avenir de la planète. Donc il est clair qu'il a toute sa place. Et je le dis d'autant plus parce que y a certains photographes qui ont une sorte pas de médisance, mais vis-à-vis d'Yann Arthus Bertrand. Pas que des photographes, d'ailleurs. Voilà. Le grand public aussi, peut-être trop vu à un moment, trop entendu, mais trop vu. Pas. Mais c'est incroyable ce qu'a fait Yann Arthus Bertrand pour l'histoire de la photographie. Quand il a fait La Terre vue du ciel, effectivement, c'est la première fois qu'il y a eu un livre, un beau livre photo, qui a eu un tel succès en librairie. D'ailleurs, après, il y a énormément de photographes qui ont essayé de reproduire la même chose. Mais Yann Arthus Bertrand, c'est aussi un photographe qui a énormément aidé des jeunes photographes, qui les a accompagnés, qui leur a donné leur chance. Donc, c'est quelqu'un qui mérite d'ailleurs sa place à l'Institut et à l'Académie française. Mais d'ailleurs, le fait que Georges Steinmetz lui rende hommage comme ça, c'est un beau symbole. Lui aussi fait des photos aériennes. Tu peux peut-être nous dire quelques mots de ce travail extraordinaire, Fit de planète, que réalise Georges Steinmetz depuis 10 ans. C'est 10 ans de boulot. C'est 10 ans de boulot. Georges Steinmetz, effectivement, il travaille plutôt avec un ULM et il fait de la photographie aérienne. Et c'est 10 ans de travail sur une question, effectivement, nourrir la planète, sur une question assez fondamentale qui était de se dire, dans nos civilisations modernes, la place de l'alimentation et comment nourrir aujourd'hui 8 milliards d'habitants, demain 10 milliards d'habitants, en puisant dans nos ressources naturelles. Et il y a 4 volets dans cette exposition. On ne montre qu'une 70-80 photos, alors qu'il y en avait, moi je vais vous dire, quand j'ai reçu son pré-choix, c'est-à-dire que sur 10 ans de travail, j'y avais plus de 450 photos, et toutes différentes, en abordant l'alimentation, sur les thèmes de l'agriculture, sur les thèmes de la pêche, sur les thèmes de la consommation. Et
Et ça, c'était complètement fou. On a réduit à 70, ça a été un crève-cœur. Mais c'est un travail, c'est une vraie somme vertigineuse où il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de jugement dans le travail de Georges Steinmetz. C'est juste de montrer la... Il y a une distance aussi. Hein, donc il y a une distance, il y a une productivisme, il y a montrer le productivisme, le gigantisme aujourd'hui de ces productions que l'on fait pour nourrir effectivement 8 milliards d'habitants. Mais ça soulève aussi des questions. C'est-à-dire que quand on a notre assiette et qu'on est en train de prendre notre morceau de poulet, on ne se pose pas la question, on ne regarde pas plus loin que les étals soit des boucheries ou des supermarchés, mais c'est d'où ça vient. Comment ça a été produit et qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer. C'est pas de dire on va arrêter de manger de la viande ou on va arrêter de manger du pain ou de bouffer. C'est pas ça. C'est comment faire attention pour ne pas épuiser la planète. Alors, puisqu'on parle d'engagement, il semblerait qu'à l'heure actuelle, les problématiques écologiques passent un peu en second plan. En tout cas, c'est ce qu'on a pu voir à la suite des dernières élections européennes il y a quelques jours. Est-ce qu'il y a une dimension un peu politique dans ce festival, Jacques ? Non, politique, après on peut tout politiser, mais c'est ce que disait Cyril. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de montrer, d'avoir... les photographes, pour nous, ce sont des éclaireurs. Ils nous permettent de voir tel ou tel sujet. On parle du sujet de Georges. Il ne critique pas le système, il vous le montre, le système. Après, vous vous posez des questions. Il nous met face à lui quand même. Comment ? Il nous met face à lui quand même. Exactement. Face au système. Donc après, c'est à vous de voir en tant qu'individu. Je pense que nous, notre propos, c'est de montrer des situations. Quand on montre l'Amazonie avec Sebastião, on a plutôt une mise en scène de ces photos qui sont idylliques. C'est une forêt magnifique, des peuples qui vivent en harmonie. Moi, pour être allé plusieurs fois en Amazonie, c'est pas que ça. Donc, mais ça nous intéresse de montrer ça, parce qu'il y a aussi cette relation forte de population avec la nature. Et donc, on n'est pas dans ce schéma de politiser. Moi, ce qui m'intéresse, c'est utiliser le travail colossal que font certains photographes pour montrer à la fois la beauté de la nature. Quand on a fait une thématique sur les océans, on parlait de la surpêche, on parlait de la pollution, on parlait des migrants, on parlait de la beauté des océans, etc. Après, charge à chacun de se faire des opinions. Mais on n'est pas là pour faire des opinions pour le public. Alors, c'est vrai que est-ce que c'est un acte politique ? J'en sais rien. Mais en tout cas, je crois qu'on n'est pas dans l'écologie punitive. C'est-à-dire qu'on ne va pas montrer le drame pour le drame, d'essayer de faire culpabiliser les gens. C'est la différence avec une écologie plus positive. Cette écologie positive, c'est aussi de montrer les ferments de beauté de notre planète, parce que ça, c'est important, avec des photographies de grands talents, de photographes de grands talents, qui nous montrent aussi la beauté de la nature. Et à partir de cette beauté de la nature, c'est de réfléchir, c'est d'interpeller, mais c'est aussi d'émerveiller et de faire croire en cette terre qui est unique. On n'en a qu'une, donc il faut en profiter. Et donc ça peut être un acte politique. Et je dirais que pour cet été, oui, je crois que ça fera du bien d'aller à la GACI. Je vous dis, ça fera du bien d'aller à la GACI parce que vous parliez des élections européennes, mais c'est vrai qu'on vit dans un chaos, et pas qu'en France, à l'étranger, à l'échelle du monde. Enfin, je ne sais pas, on a l'impression que les mauvais corbeaux se sont massés dans un nuage noir autour de cette terre. Clairement. Donc c'est une très sale période, mais qui dure. Et je dirais qu'il dure depuis plusieurs années. Et là, en plus, on a un mauvais temps. Donc, je pense que il fera beau à la Gacilly. Voilà. Et je pense que toujours beau la Gacilly. Toujours. Microclimat, c'est le Morbihan, c'est sublime. Mais du coup, je pense que ça fera du bien, effectivement, d'arriver, de se balader un petit peu dans des allées, d'entendre la végétation, parce que quand on est à la Gacilly, c'est les arbres aussi, c'est le bruit des arbres, c'est le bruit des oiseaux, c'est des photos qui sont belles, majestueuses, grandes, et qu'on a besoin un peu d'espace de souffler. Tout simplement de souffler, de s'émerveiller et de s'interroger. Au fil des années, la Gacilly cultive aussi son ancrage local. Pour Sophie Zénon, artiste photographe, il s'agit de la 3e participation à ce festival. Pour cette édition, elle a honoré une commande du festival et du conseil départemental en optant pour un procédé photographique pour le moins confidentiel.
Mon travail s'appelle la mémoire des pierres. Alors, c'est une commande qui est en fait une carte blanche qu'on m'a proposé de porter mon regard sur un patrimoine rural que l'on pourrait dire sensible, c'est-à-dire essentiellement un patrimoine qui est architectural, mais qui peut être religieux, qui peut être civil, très peu connu. On est loin des grands sites touristiques du Morbihan. C'est souvent un patrimoine qui est aussi secret, qui était dissimulé dans la nature et dans la végétation. Et la chance, c'est d'avoir pu travailler avec un conservateur du patrimoine, Diego Mins, qui m'a emmené sur ces lieux et ces chemins secrets. Les lieux sont fantastiques. J'ai aussi bien été dans des chapelles. Par exemple, une de mes préférées, c'est la chapelle de Saint-Gildas à Pluméliau, avec cet énorme rocher qui semble écraser le bâtiment, mais aussi des fontaines, comme la fontaine de Becquerel au Bonneau. Ça peut être aussi des châteaux, le château de Candec, par exemple, à Locmaria. Et puis aussi des sites très anciens, par exemple l'ancienne carrière de pierre à Locon, à Ploerdut, ou alors même le dolmen de la Loge au Loup. Enfin, tout ça, c'était des lieux absolument fascinants parce que majoritairement, c'est des lieux, bien sûr, on parle de bâtiments donc en granit, mais qui sont intrinsèquement liés dans le végétal. Et c'est ce qui rendait, en fait, ces lieux totalement magiques. C'est un patrimoine qui est secret, mais c'est aussi un patrimoine très vivant parce que beaucoup d'habitants portent une grande attention à sa préservation. Ils sont très impliqués, en fait, dans leur patrimoine et vivants aussi dans le sens où ils font toujours l'objet aussi de rassemblements. Par exemple, les pardons, qui sont encore très pratiqués dans cette région rurale du Morbihan. J'ai eu un énorme plaisir vraiment à réaliser cette carte blanche, malgré un temps qui en Bretagne était très souvent pluvieux, avec des ciels plombés. Mais au final, je peux dire que ces ciels gris, sans nuages, m'ont permis d'avoir une lumière magnifique, une lumière très homogène, sans contraste, qui a parfaitement servi mon procédé photographique, à savoir l'orotone. Alors, je ne pense pas qu'il y ait grand monde qui connaisse l'orotone. L'orotone, c'est un procédé ancien qui date de la fin du 19e siècle et qui consiste en fait à prendre une plaque de verre sur laquelle on étale une émulsion photosensible et de réaliser un tirage donc argentique sur cette plaque, sur laquelle ensuite on applique une dorure. J'ai choisi ce procédé qui paraît comme ça un peu hors du temps, mais qui permet de créer des objets photographiques. Vraiment, la notion d'objet est importante, mais des objets photographiques très précieux. Donc, je voulais que cette technique, en fait, la forme, serve le fond, c'est-à-dire ce caractère préservation, patrimoine, préciosité et donc attachement des habitants à ces sites. Bon, là, on est clairement dans la technique spéciale ancrée dans le local. C'est important, Jacques, de donner de la place aussi aux artistes locaux dans ce festival. Alors, des artistes locaux, pas forcément. Dans le cas précis, là, c'est une commande photographique que l'on fait tous les ans avec le Morbihan. Et ça, c'est important parce qu'on met en scène différentes thématiques à l'intérieur du département. Et c'est vrai que le travail de Sophie est remarquable parce qu'il associe à la fois cette sensibilité à faire des photos, comme elle le dit, mais en même temps, elle est transformée par des procédés qui datent de plus d'un siècle. Et pour moi, elle fait partie de ces photographes qui sont à la fois, bien sûr, photographes, artistes et artisans, quoi. Parce que ce maniement pour arriver à sublimer ces photos, moi je les ai vues sur pièce, c'est assez remarquable. Et ça donne une autre dimension de ce petit patrimoine. Et encore une fois, c'est super important pour nous, dans notre territoire du Morbihan, de montrer qu'on a ce petit patrimoine. Et encore une fois, comme elle le disait très bien, Sophie, beaucoup de gens sont là pour le préserver, s'en occuper. Et c'est un bel hommage que l'on fait à toutes ces personnes et bien évidemment à tout ce patrimoine. Et c'est pas la première fois qu'elle travaille en commande au niveau local. Et apparemment, Cyril, une structure en bois a spécialement été conçue pour cette exposition. Elle nous a confié. Tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Oui, c'est-à-dire que l'exposition va avoir lieu dans le labyrinthe végétal, donc au milieu des arbres. C'est un endroit magique, à Lagacy. C'est vraiment un labyrinthe végétal. Et on met des expositions. Mais là, on a construit avec une structure en bois, mais du bois, mais pas fermé. Mais on a l'impression de rentrer dans ce labyrinthe à nouveau dans une galerie ouverte. Donc il va mettre en valeur totalement les images de Sophie. C'est très important le choix du photographe pour la commande photographique du Morbihan. Effectivement, on voulait appuyer sur le petit patrimoine rural parce qu'on n'avait pas fait. C'est là où le choix du photographe est important. Parce que vous pouvez photographier le patrimoine rural
de façon très ennuyeuse. Très ennuyeuse, avec de l'illustration générale. Ça serait assez courant, c'est ce qu'on voit malheureusement quand on regarde des fiches Wikipédia. Donc, ce n'était pas notre objectif. Nous, on veut défendre la photographie. Et Sophie, c'est quelqu'un qui explore, surtout depuis quelques années, le médium photographique et qui essaie de trouver des idées originales. Donc, quand on avançait avec elle, quand elle est arrivée sur cette idée de l'Eurotone, c'était génial. Parce que déjà, on faisait effectivement la commande en plein hiver. Donc, il n'y a pas de feuilles sur les arbres. Donc, c'est un peu triste. Il ne faisait pas très beau parce que c'est en hiver comme partout. C'est pas spécifique au Morbihan où il fait très très haut. On l'aura compris. Mais et là, c'est vrai l'Office du tourisme. On va pas épiloguer là-dessus. En travaillant sur l'Eurotone, du moins avec cette technique de l'Eurotone, on est dans un procédé ancien où vous verrez la texture dorée un petit peu. Ça fait penser un petit peu à c'était un peu ce que faisait Edward Curtis en son temps. Edward Curtis, oui. Voilà. Qui a et donc documenté la population des Indiens exactement, des États-Unis. exactement. Extraordinaire. Et c'est vrai que ce procédé ancien montre finalement, ça permet de révéler encore mieux cette intemporalité des monuments du Morbihan. Donc c'était génial. Son idée est super et c'était un vrai pari fou que de lui confier cette commande, mais pas si fou que ça. Bon. Alors, pour conclure notre échange, on va faire un petit focus sur l'une des caractéristiques de ce festival, à savoir la taille des tirages, avec certaines toiles pouvant atteindre 80 mètres carrés. Légende de la photographie, Bernard Plossu a posé ses valises à la Gacilly, et c'est donc l'occasion de découvrir ces tirages Fresson en grand format, ce qui n'était pourtant pas une évidence pour ce grand voyageur, comme il nous l'a confié. En fait, les tirages que Fresson fait pour moi ne sont pas très grands, et ça m'intéressait de voir comment ça tiendrait en plus grand. Donc j'ai regardé sur le site La Gacilly, j'ai vu ce qu'ils faisaient, j'ai vu que les panneaux non seulement étaient magnifiquement réalisés techniquement, mais très bien placés aussi dans les rues, dans la nature, et ça compte beaucoup. J'avais une première expérience de grand format quand Emmanuel Delécoté avait exposé mes photos de Paris agrandies, mes photos couleurs de Paris agrandies autour de l'hôtel de ville. Et moi, ça m'avait beaucoup plu. Ça m'intéressait d'un point de vue grain, parce que le Fresson a du grain. Mais le Fresson agrandi, le grain rend magnifique, ça colle. C'est pas un format auquel je pense, moi, d'instinct, si j'ose dire. Mais par contre, c'est une expérience qui me tentait. La Gacilly, je vois des choses qu'ils font depuis des années. Bon, j'étais évidemment très, très content d'être invité. Tout le monde m'en dit beaucoup de bien. Je ne sais pas comment dire, si ce n'est que tout ce que j'ai déjà vu comme presse au sujet de la Gacilly m'a toujours paru très bien. Les photos qu'il m'a envoyées d'expos d'années d'avant avec des tirages agrandis, c'est bien parce que c'est pas juste séduisant. Ça garde le contenu. Voilà, c'est ça qui me paraît bien à la Gacilly. Parce que souvent, grand, ça peut être tape à l'œil. Et là, il s'agit pas de ça du tout. Il s'agit au contraire de respecter les auteurs en montrant en quoi leur âme est sur les images. C'est pas du tirage agrandi pour faire grand. Parce que souvent, le grand format me gêne parce qu'on sent que c'est pas forcément idéal à l'image. Et là, moi, je trouve ce que j'ai vu, en tout cas de ce qu'ils font des années d'avant, c'est très bien. C'est très bien. C'est plaisir, non Merci. Hein. Ouais, grand monsieur, Bernard Plossu. Ouais. Très grand monsieur. Et vous voyez, il y a encore plein de choses à faire. Ça fait 20 ans qu'on fait ce festival à la Gacilly. Bernard Plossu, à chaque fois, ça revenait, il dit, il faut qu'on le fasse, il faut qu'on le fasse. Et puis, on l'a eu cette année. On a eu le bonheur d'aller le rencontrer dans le Midi avec Jacques. C'était au mois de février dernier, où on est allé le voir. Et c'est un personnage exceptionnel. Je crois que c'est de la poésie en images. C'est vraiment la poésie en images. Alors, c'est vrai que Bernard Plossu, quand il parlait des tirages Fresson, ce sont des tirages couleurs. Bernard Plossu, on le connaît plus souvent pour ses photos noires et blancs. Et ce qui nous a intéressé, c'était justement cette couleur. Mais c'est un infatigable voyageur, c'est un voyageur migrateur, c'est comme ça qu'il se définit lui-même. Et ça se voit au fil de ses images, avec tellement de poésie, tellement de beauté. Donc merci Bernard. Ouais, on est très heureux de ces réflexions, parce que, encore une fois, c'est le regard des photographes est essentiel. Donc, mettre en scène les tirages, etc., comme le dit Cyril, avec cet esprit Fresson, c'est essentiel de respecter le travail comme un grand photographe qui est Bernard Plossu.
Oui, puis respecter le grain, respecter la matière, le contenu, malgré le grand format. Et c'est important ce qu'il dit. Les grands formats conservent l'âme de la photographie. C'est des mots forts, ça. C'est quelque chose à laquelle vous êtes particulièrement sensible quand vous envisagez ces travaux en très grand format, j'imagine. Là, ça a été un travail titanesque pour Bernard Plossu, parce qu'effectivement, les tirages Fresson, c'est une famille. Hein, c'est la famille Fresson qui est installée depuis le 19e siècle, à Savigny-sur-Orge, et qui font ces tirages à cet aspect un peu poudré, un peu irréel, à partir de tirages argentiques couleur. Mais les tirages qu'on avait récupérés, effectivement, comme le disait Bernard, c'est des tout petits tirages. Ils faisaient 20 cm de large. Et puis à partir de ça, on va en faire du 140. Donc il a fallu reproduire, on a été avec les artisans du regard, reproduire, faire des scans, mais d'une qualité incroyable de ces tirages Fresson, grâce à Camera Obscura d'ailleurs, parce que il y a Didier Brousse qui détient ces tirages dans sa galerie, magnifique. Et donc on a fait ces scans, et à partir de ça, il y a eu un énorme boulot aussi qui a été fait chez Picto pour respecter, et puis après pour reproduire et d'en refaire justement à partir de 20 cm, de faire quelque chose de 140, en respectant la texture, la couleur si particulière qui sont à l'origine des Fressons. Bon. On parle un peu du futur maintenant, Jacques. C'est quoi la suite pour ce festival dans les années à venir? C'est la 22e édition. On commence à réfléchir à la thématique avec Cyril. On va se retrouver ensemble en Corse, pour rien vous cacher, et on va discuter. Ce sera donc sur la Corse. Très bien. Voilà, c'est ça. Non, en principe, c'est sur la photographie monégasque. Voilà. On hésite entre Liechtenstein, Luxembourg, Monégasque. Ou Sainte-Hélène. Voilà. On a repéré un photographe. Il n'y en a qu'un. Mais après, plus sérieusement, l'année dernière, c'était les 20 ans du festival. C'est un sacré cap. Et est-ce que vous pouvez continuer comme ça à maintenir cette gratuité, ces expositions en plein air aussi longtemps? Ça paraît être une vraie gageure dans le climat même culturel actuel. C'est un enjeu, hein, c'est un budget, hein, donc il faut trouver les partenaires. Je me plais à répéter de temps en temps que le ministère de la Culture, la DRAC et l'État ne nous soutient absolument pas, à hauteur de 2% du festival. Donc, quand on me dit que la gratuité d'un festival, ça leur plaît pas, j'avoue que je comprends pas. Mais on a des partenaires. On a des partenaires privés, on a des partenaires aussi publics. On a cette licence avec Baden. On a des dons aussi de la part des visiteurs. Tout ça fait qu'on arrive à boucler le budget, mais c'est effectivement une gageure. Après, c'est vrai qu'on a cette chance d'avoir acquis avec les années une certaine renommée. On parlait tout à l'heure, effectivement, quand Jacques disait Nick Brandt, qui expose partout à Los Angeles, qu'on lui disait Lagacy, il ne comprenait pas. Aujourd'hui, ça, c'est assez étonnant. Quand on parle même avec des photographes australiens, et que je les contacte par email ou par WhatsApp, enfin, on se débrouille, et je leur parle de Lagacy, ils ont entendu parler. Donc ça, pour nous, c'est formidable. Ça veut dire que ça a dépassé non seulement les frontières du Morbihan, les frontières de Bretagne, les frontières de France, pour aller jusqu'à l'autre bout du monde. Donc c'est ça aussi, mais c'est un vrai travail d'équipe. Travail d'équipe avec les équipes qui sont sur place, la scénographie, avec les labos, place énorme. Et puis après, je crois le bouche à oreille qui est fait avec les photographes, parce que je crois qu'on respecte leur travail, qu'on les honore, on les invite, on les paye. C'est important parce qu'il y a que l'on passe un bon moment aussi. Et que l'on passe un très bon moment. Et que l'on passe un très bon moment. Et c'est vrai que ce bouche à oreille, c'est plutôt les photographes qui le font. Et qui se recommandent et qui en parlent entre eux. C'est une petite famille, hein, la photographie. Donc ça, c'est notre plus belle fierté, oui. Je me souviens que c'était difficile de convaincre il y a 15 ans. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. On va conclure sur ces mots. Merci beaucoup, Jacques. Merci beaucoup, Cyril, de nous avoir parlé de ce festival, de cette 21e édition. Et en toute franchise, ça donne vraiment envie d'y aller. Merci à vous. Merci infiniment. Merci pour votre accueil. Nous sommes toujours avec Jacques Rocher et Cyril Drouet pour cette grande discussion autour du festival photo de Lagacy. Exceptionnellement, aujourd'hui, pas de débrief.
À la place, messieurs, on vous propose d'écouter plusieurs photographes qui ont participé au festival et qui partagent une anecdote ou un souvenir qui les ont marqués. Tous louent unanimement le sens de l'accueil dont font preuve les équipes à leur égard. Vous serez invités à réagir à la fin des témoignages. La séquence souvenir du Festival Photo de la Gacilly vous est présentée par ipln.fr, le spécialiste photo et vidéo. J'ai eu la chance d'avoir 2 fois une exposition au Festival Peuple et Nature de la Gacilly, l'une en 2019 et l'autre en 2009, à 10 ans d'écart. Et j'ai une grande question pour Jacques et Cyril. Lors des vernissages de ces expositions, il a plu les 2 fois. Donc je me demandais si il fallait y voir un message ou si c'était un signe du destin et lequel. Et sinon, ce que je voulais dire sur le Festival Photo de la Gacilly, c'est que c'est pour moi un des plus beaux festivals en France. J'y vais tous les ans, même en dehors de mes expositions. Un des très beaux souvenirs que j'ai, c'est ma rencontre avec une photographe russe qui s'appelle Elena Charnichova, que j'admirais énormément, et j'ai été exposée la même année qu'elle. Et donc le Festival Photo de la Gacilly, c'est des expositions formidables, mais c'est aussi la possibilité pour nous, photographes, pendant quelques jours, de rencontrer d'autres confrères et consoeurs qu'on aurait certainement peut-être jamais eu l'occasion de rencontrer par ailleurs. Et donc moi, Elena, c'est une photographe que j'admire énormément, qui a travaillé beaucoup en Arctique, en Russie, qui fait un travail très, très poétique et humain, et avec un peu de magie dedans. Elle a une personnalité très à elle, et c'était une grande joie de la rencontrer et de pouvoir partager avec elle son expérience, sa manière de voir les choses, sa manière de photographier. Pour moi, c'est ça, la Gacilly. C'est des expositions, mais c'est aussi beaucoup de rencontres et des moments privilégiés qu'on peut partager avec des professionnels du milieu et qu'on n'aurait pas l'occasion de rencontrer par ailleurs. My experience with the La Gacilly Festival in France. Au sujet de ma propre expérience au Festival de la Gacilly, je pense que c'est l'un des meilleurs festivals de photographie au monde. L'endroit est magnifique, on est très bien traité, et le travail des photographes est exposé dans des endroits inhabituels, avec une très belle qualité d'impression. Cyril Drouet at Le Figaro has always been a great friend to photographers in France. Cyril Drouet du Figaro Magazine a toujours été un ami des photographes du monde entier en France. Il fait partie des plus grands défenseurs du photojournalisme et de la photographie en général. The idea that you could be anything other than grateful for what the La Gacilly Festival does for you. En tant que photographe, nous ne pouvons être que reconnaissants vis-à-vis de ce que le festival fait pour nous. I've been lucky to have, I think I've had 4 or 5 exhibitions at Gacilly, and every time j'ai déjà eu 4 ou 5 expositions à la Gacilly et chaque fois, les gens font tout pour nous faire plaisir et prendre soin de nous. Je suis reconnaissant. C'est toujours un plaisir de venir à la Gacilly et j'espère vraiment avoir l'opportunité de revenir. Jacques Rocher, he's the mayor. Jacques Rocher est le maire de la ville, mais il est aussi le chef d'une grande compagnie de cosmétiques. Cependant, il trouve toujours le temps de nous parler. Il m'a aidé à réaliser quelques projets par le passé. Il se rend également disponible pour de nombreux photographes. Il est la clé de voûte du festival. Il est parvenu à attirer de grands photographes comme Sebastião Salgado. For us, most photographers, we work in isolation around the world. We don't see each other unless we come to these festivals. So pour nous, les photographes qui travaillons beaucoup de façon isolée, ce genre d'événement constitue une occasion de nous voir les uns les autres. C'est l'occasion pour nous de se rencontrer, de parler de notre travail avec des gens qui comprennent ce que nous traversons pour le réaliser. Je suis reconnaissant et j'espère que le festival de la Gacilly va continuer le plus longtemps possible. C'est une bénédiction pour le photojournalisme. Cyril a une curiosité
assez incroyable et il va toujours dénicher des photographes que l'on ne connaît pas. Sa grande culture lui permet d'ouvrir des espaces de photographie du monde que l'on ne soupçonne pas. Et en plus, c'est une ouverture très variée, c'est-à-dire c'est pas que du reportage, il y a un mélange assez subtil de travaux qui peuvent être des travaux plus conceptuels, des travaux plus artistiques, des travaux purement environnement. Donc, son ouverture d'esprit permet d'avoir ce panachage qui fait vraiment un festival assez unique et surtout très, très, très varié. Où l'on découvre, moi je me rappelle l'année où le festival mettait en avant la photographie japonaise, c'était extraordinaire parce que on connaît les quelques très grands photographes japonais, mais tout le reste qui était exposé, c'est une vraie découverte. Et ça, d'amener cela dans un festival. Et l'autre gros avantage, pas gros avantage, l'autre mission du Festival de Lagacilly, c'est d'amener quand même la culture dans les régions. Parce qu'on a tendance quand même en France, pas tout le temps, mais de penser que la culture, c'est Paris. Et alors, les gens dans les régions, moi je viens du Berry, donc je suis très attaché au monde rural et aux régions. Et on a souvent eu l'impression qu'on était un peu les mal lotis, que l'on n'avait pas le droit à la culture comme le reste des villes, que ce festival existe dans une région, la Bretagne, qui soit aussi important, c'est formidable. Il y a 3 ans, j'ai eu la chance et l'honneur d'exposer à Lagacilly. On a eu des problèmes de garde avec leur père, donc j'ai amené mes 2 filles. Et elles ont complètement halluciné. Dès l'arrivée à la gare, il y avait quelqu'un qui nous attendait pour nous emmener à l'hôtel. Donc là, elles m'ont demandé si, ça y est, on était devenus des célébrités. Arrivées à l'hôtel, je leur ai dit que c'était un hôtel 4 étoiles. Elles ont trouvé que c'était hyper radin de leur part parce qu'elle y aurait bien mis 10 étoiles. Et ensuite, clou du spectacle, on a rencontré Jacques Rocher. On leur a vaguement expliqué qui était son père, les magasins Yves Rocher qu'elles connaissent bien parce qu'on en a un au coin de la rue. Et depuis, Jacques Rocher est devenu la plus grande célébrité qu'elles connaissent. Et elles en parlent à toutes leurs copines. Je pense on fait partie des meilleures clientes de Yves Rocher, c'est sûr. Sinon, à part cette abondance de luxe et de célébrité, on a vraiment adoré ce moment, cette promenade photographique dans ce petit écrin de verdure, plein de bienveillance, plein de nature. C'est vraiment, je pense, un festival unique et absolument génial. Alors, que dire? Gros dossier. Non, sans plaisanterie, évidemment, on s'est rencontrés grâce à la photographie. Ce qui m'a plu chez Jacques, c'est son côté sincère par rapport à son amour de la photo et de comment elles ont été réalisées, que ce soit de la photo artistique, de la photo journalistique. Et ça m'a touché. Et une envie aussi de faire bouger les choses. C'est un sensible, ça se ressent, ça se voit. Nous, on a eu la chance de voyager ensemble au Kamchatka. Donc, c'est quand même pas rien, où on était avec une bande d'amis, Jean Lemonnier, Eric Sampers, enfin bref, Nelson en l'occurrence, et on a passé quelques semaines là-haut, chez les Évènes, en compagnie des ours, et à dormir sous tente dans la toundra. Il n'y a rien de mieux pour bien connaître les gens. Quoi dire d'autre? C'est audace aussi, c'est audace de créer un festival, alors qu'il y en avait déjà beaucoup d'autres, cette volonté de vouloir les offrir gratuitement à tout le monde, et toujours avec beaucoup de soin, c'est ça qui me plaît. Les festivals fleurissent un peu partout, mais Lagacilly, c'en est un qui est un peu différent parce il met en avant les photographies et puis avec beaucoup d'élégance. Et ce qui n'est pas évident en extérieur. Un certain professionnalisme en tout cas dans maintenant, désormais, avec son festival. Et puis cette fondation, c'est mettre ses compétences aux contributions du vivant. Donc ça fait plaisir, il faut qu'il continue. La tâche est lourde, on a besoin, surtout en ces temps, de s'émerveiller. Et lui est une passerelle pour continuer et attirer le maximum de gens vers cette beauté du vivant.
Vous les avez identifiés, tous les 5? Oui. Ouais, On voit un peu à qui est-ce là. On a identifié alors Axel de Russet, Brent Stirton, Pascal Maître, Véronique de Vigry et Vincent Munier. Bravo. Mais non, ça fait chaud au cœur. Ouais, merci. Franchement, c'est très touchant. Ça fait chaud au cœur parce que oui, ça montre un peu aussi l'éclectisme de ce qu'on essaye de faire, quoi. Mais je pense à Axel de Russet, qui était la première intervenante, qui a exposé la première fois, effectivement, Alors, en je 2009. peux dire quelque chose parce qu'elle est venue 2 fois exposer. C'est les 2 seules fois où il a plu. Oui, mais bon, c'est vrai qu'il a posé la question. Festival ça revient quand même. Festival pluvieux, festival heureux. Elle figurait aussi au sommaire du livre, au nom de l'arbre. Exactement, c'était l'exposition qu'elle a eue en 2019. Axel, parce que c'est finalement entre guillemets, une jeune photographe à l'époque, en 2009. Mais on aime bien suivre les photographes. On aime bien voir leur évolution. C'est un regard incroyable aujourd'hui, Axel de Russet. Mais quand je dis incroyable, c'est c'est une photographe qui a une qualité. Enfin, vous avez peut-être vu les productions qui ont été faites pour la BNF. Pour moi, c'est une des plus belles productions qui a été faite. Où elle a travaillé sur les compagnies de théâtre et sur le théâtre vivant, le théâtre de rue. C'est un œil incroyable. Elle a fait des progrès mais considérables. C'est devenu vraiment une personne importante dans le monde de la photographie. Véronique de Vigry aussi. Alors c'est assez amusant parce que Véronique et Axel, elles me le disent d'ailleurs souvent. Moi, je suis arrivé, parce que j'ai une autre casquette, au Figaro Magazine, j'étais directeur de la photographie en 2004, et je leur ai donné leur première commande. Et Véronique s'en souvient, comme Axel de Russet. Et ça fait 20 ans. Et quand je vois le parcours accompli par ces jeunes femmes, moi, je suis épaté. Après, c'est vrai que d'entendre Vincent Munier, aujourd'hui, c'est le poète du monde du vivant. Pascal Maître, Brent Stirton, enfin, c'est des compagnons de route, c'est des amis. Et ça fait beaucoup de bien, mais je pense que Jacques aussi est très heureux. Oui, c'est très touchant. Et puis, la réflexion de Vincent, c'est vrai qu'on s'est connus au Kamchatka. Je l'avais emmené là-bas. Et j'ai produit également son film, La Panthère des Neiges. J'ai coproduit. Et c'est vrai que c'est vraiment d'abord une belle personne, Vincent, qui est totalement imprégné par la nature. Et pour moi, son écriture photographique, elle est aussi très intéressante. C'est pas un chasseur de piaf, excusez-moi de parler comme ça, mais... Puis c'est un cinéaste désormais, il se présente comme ça aussi, oui, photographe et cinéaste. Mais quand on voit son écriture photographique aussi, ça nous change de la photo d'animaux, quoi. Il y a vraiment une... il est inspiré par l'estampes japonaises, par les grands maîtres de la peinture aussi, donc voilà. Il y a une vraie facture, quoi. C'est quelqu'un qui est vraiment habité par la nature. Et on a besoin d'ailleurs, il est reconnu maintenant au niveau international. Bon, quant à Brent, c'est vrai que moi, j'ai toujours apprécié. Je l'ai rencontré d'ailleurs à Visa pour l'image. Et c'est vrai qu'on a, je pense, des affinités aussi, bien sûr au niveau de la photo, mais au niveau aussi des valeurs qu'il défend. Photographe sud-africain qui a beaucoup travaillé sur le braconnage, notamment. Exactement. Donc, sur le monde animal, énormément sur le monde animal. C'est un grand bonheur. Quant à Pascal, oui, lui il est du Berry, moi je suis de Bretagne. J'ai montré que j'avais fait des photos quand j'étais gamin. J'étais souvent avec un paysan dans mon village et je faisais des photos quand j'avais 14-15 ans. Des bœufs bretons. Et quand je lui ai envoyé la photo, il m'a dit « tu rigoles ». Il m'a montré le bœuf du Berry. Effectivement, c'est pas le même niveau. Mais moi, j'apprécie beaucoup Pascal parce que d'abord, c'est un très grand photographe. Et puis, il y a vraiment des liens d'amitié. Il fait souvent des ponts. Il n'hésite pas à nous dire, tiens, Louis Jones, là, on a regardé, là, je trouve très intéressante. Tiens, festival, pourquoi pas à Baden, etc. C'est merveilleux de rencontrer des personnes comme ça. Quant à Véronique de Vigry aussi, je tiens à la remercier. Et je pense qu'elle a une carte de fidélité du Brochet. En tout cas, ses filles sont super. Non, mais c'est ça aussi qui est important pour nous, c'est l'accueil. L'accueil et la convivialité, et pas, on se la joue pas, quoi. Et il y a un point que je voudrais rappeler aussi, c'est que on a créé la forêt des photographes. Et à un moment donné, pendant l'inauguration du festival, on plante des arbres ensemble. Et donc,
ça passe le temps. Ça continue. Georges Steinmetz nous posait la question. Bien sûr que ça continue. Et ça pousse. Il a déjà 3 arbres. Hein. Oui. Oui, et Georges, il a effectivement, il commence à avoir une collection. Mais c'est important parce que c'est aussi un moment de convivialité, c'est symbolique, mais c'est aussi un grand moment de bonheur de partager ça avec tout le monde et d'avoir voilà, ces arbres qui poussent au fil du temps. Oui, j'appuierai, mais effectivement, ce qui relie ces 5 photographes qui ont fait ces jolis messages de bienveillance, c'est leur humanité. Et je crois que c'est ce qui définit aussi le festival. Alors aujourd'hui, on l'emploie à tous les termes, hein, mais je crois que c'est un festival humaniste, mais au sens propre du terme, et que c'est vraiment une valeur forte qui unit tous les photographes que nous avons. C'est cette douceur, cette bienveillance, avec des regards totalement différents. Mais en fait, moi, à titre personnel, j'ai pas envie que ce soit dans mon magazine ou à l'Agassi. J'ai pas envie de travailler avec des emmerdeurs. Il y a des photographes extraordinaires, hein, mais qui sont des vrais emmerdeurs. Et ils sont nombreux. Et ça, j'ai pas envie. Ça m'intéresse pas. Donc, il y a suffisamment de grands et beaux et formidables photographes pour qui ont une vraie empathie, pour qu'on ait envie de collaborer avec eux. Allez, on conclut là-dessus. Merci beaucoup. Et on remercie les 5 photographes intervenus qui sont aussi des compagnons, compagnes de route de notre podcast. Ouais, bah merci, très touchant. Nous voilà désormais à la fin de cette émission. Jacques, Cyril, un immense merci d'avoir accepté notre invitation, d'être venu nous rencontrer à nos micros dans notre studio. La 21e édition du Festival Photo de l'Agassi, c'est dès demain qu'on peut la découvrir. Jacques, c'est quoi les petits conseils pour bien préparer sa visite? Prévoir une journée, 2 journées, on dort où, on mange où, on fait quoi, dans quel ordre? Je pense qu'il faut 2 jours. Parce que c'est tellement riche. Moi, quand je vais dans un festival, j'aime bien revenir aussi dans une exposition. Donc 20 expositions dans la journée, je pense que c'est trop quelque part, hein, au niveau de l'œil, au niveau intellectuel, etc. Et il faut savoir se poser. Donc moi, je conseille de rester 2 jours. Après, vous avez suffisamment de restaurants à l'Agassi, d'hôtels, etc. Pour passer un très bon moment. Bon. Petite recommandation culinaire, Cyril, pour terminer? Ah bah il y a on a un restaurant japonais à l'Agassi. Ah bah tiens. Ah bah il y a toute la nationalité. Il y a un restaurant japonais, il y a un restaurant marocain, grec. Très bonne cuisine. Et puis il y a un magnifique restaurant bio qui est assez remarquable à la Grée-des-Landes. Donc non, mais c'est vrai que on est dans un village, donc on se balade, on se promène, donc on peut prendre son temps. On n'est pas dans une ville à courir. Donc c'est vrai que 2 jours, c'est très bien. Et puis, il y a les spécialités bretonnes, ça vaut le coup. Exactement. N'oublions pas les galettes et les crêpes. N'oublions pas les galettes et les crêpes. Et puis on peut se mettre au soleil, parce que c'est très connu, le soleil de l'Agassi. Ok. Allez, la semaine prochaine, pour conclure cette saison 8 du podcast, on se retrouve exceptionnellement mardi pour une grande émission spéciale consacrée au nouveau Lumix S9. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. C'était Faut pas pousser les ISO, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Toutes les semaines, retrouvez Arthur Azoulay, Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspiration. Cet épisode vous a été présenté par MPB, qui est tout simplement la plus grande plateforme en ligne au monde pour acheter, vendre et échanger du matériel photo et vidéo d'occasion. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes d'écoute comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à nous laisser un petit commentaire. Rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode. D'ici la fête de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les ISO.